En espérant que les années 2020 nous réservent encore plein de surprises cinématographiques, je vous propose aujourd'hui, comme convenu, mon top de mes films des années 2010 préférés. Donc c'est parti, les films du vendredi, top film 2010. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer enfin, comme convenu, mon top de mes films des années 2010 préférés par année. On va procéder par année. Alors, je commencerai évidemment par des mentions spéciales puisque il est très difficile de choisir un film préféré par année. Ça a été une galère, je vous raconte pas honnêtement pour faire ce top. Voilà, c'est vraiment une histoire de sacrifice. Donc voilà, j'espère que, que ça vous plaira. En tout cas, voilà, évidemment, il s'agit vraiment Enfin, c'est très personnel, quoi. Les choix que j'ai faits peuvent vous paraître étranges parfois, mais voilà, il s'agit de mes films préférés. Voilà. Alors évidemment, je vais citer les films majeurs et les films qui m'ont aussi énormément plu durant chaque année. Mais voilà, il y aura forcément un vainqueur. Alors voilà, ce sera peut-être pas le préféré de tous, mais en tout cas voilà, c'est mon top. Alors c'est parti, sans plus attendre, voilà, pour l'année 2010, donc je vais peut-être commencer par les mentions spéciales avant de citer le vainqueur. Donc évidemment, il y a eu énormément de bons films dans les années 2010, ça c'est comme chaque année, c'est hyper compliqué, c'est très compliqué d'en choisir un. Mais voilà, quand on voit Black Swan, Les Amours imaginaires, Gainsbourg, Vie héroïque, Le bruit des glaçons, Mammouth, Rubber, Le discours d'un roi, voilà, The Ghostwriter, et j'ai même noté Toy Story 3, parce que franchement, d'avoir réussi à faire un 3 comme ça, qui soit aussi autonome et aussi fort en message, etc., enfin vraiment Toy Story c'est une saga incroyable. Donc après le 4, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc j'ai choisi un vainqueur. Alors, il va vous paraître peut-être un petit peu what the fuck, mais j'ai choisi Scott Pilgrim d'Edgar Wright. Alors, c'est peut-être un peu surprenant, mais en fait, bon, voilà, c'est vrai qu'après, on était dans les années 2010. Moi, c'est vrai que, bon, voilà, j'étais quand même encore un peu dans ce style un peu ado, etc. Et c'est vrai que, bon, j'étais très très réceptif à ce genre de film. J'ai eu ma période, quoi. Et évidemment, c'était la grande période de Michael Cera avec Supergrave, avec Bad, enfin je sais plus exactement tous les autres films qu'il y avait. Il y a beaucoup de films avec Michael Cera dans cette période. Ben si, évidemment, Juno, Juno, enfin voilà, d'autres films comme ça. Mais Michael Cera, ouais, voilà, c'était la grande période. Et c'est vrai que Edgar Wright, voilà, c'est vrai que j'avais découvert évidemment comme tout le monde, je pense, avec Shaun of the Dead. Ensuite, il y avait Hot Fuzz, c'est la fameuse trilogie Cornetto, hein, évidemment, avec le dernier pub avant la fin du monde. Et puis Baby Driver, hein, dernier en date, qui était vraiment, vraiment intéressant aussi, parce que j'aime bien ce côté un peu juvénile, mais avec beaucoup de poésie en fait. C'est un petit peu le style d'Edgar Wright, je trouve. Le film est adapté d'un comics en 6 volumes, voilà, de Brian Lee O'Malley. Donc voilà, moi j'ai lu après les comics par la suite, et c'est vrai que voilà, il a en fait adapté les 6 comics d'un coup. Et ouais, franchement, cette histoire, déjà au niveau de l'univers des comics, c'est vrai que c'était une histoire très originale, en tout cas la façon de vraiment dessiner les personnages et vraiment de raconter en fait l'histoire, mais c'est vraiment le film, je trouve, qui vraiment ne ressemble à aucun autre, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un film un peu de geek, entre guillemets, mais voilà, de fans de jeux vidéo, évidemment, mais parce que voilà, dans la vie de tous les jours de Scott Pilgrim, ouais, il y a des barres de vie, il y a des histoires d'affrontements entre groupes de rock, donc ça envoie des notes de musique voilà, enfin, voilà, on est dans un style un peu très comics geek, quoi, de gamer. Et en fait, voilà, c'est l'histoire de Scott Pilgrim, qui est un jeune, voilà, qui a une copine qui lui plaît pas trop, il est dans un groupe de rock, et un jour, il fait la connaissance de Ramona Flowers. Et pour vous donner un petit peu une idée du personnage, il la drague en lui parlant de Pac-Man. Donc pourquoi, voilà, l'origine du nom de Pac-Man, voilà, c'est des scènes qui, moi, me font marrer. Et, et ce qui est vraiment fort dans ce film, en fait, c'est l'idée, en fait, que pour pouvoir être avec Ramona, Scott va devoir affronter ses 7 ex maléfiques. Voilà, donc c'est vraiment une métaphore un peu voilà, je pense des jeunes, des adolescents qui voilà, imaginaient que vous êtes épris de quelqu'un à cette époque-là, et voilà, les prétendants sont nombreux, les filles changent de mec régulièrement, les mecs aussi essayent, etc. C'est un côté où voilà, il doit affronter tous ses ex, je trouve ça assez marrant.
Voilà, tout le tableau de chasse de Ramona Flowers. Et avec des styles différents, voilà, des genres différents aussi. Et à chaque fois, voilà, ils ont leur style et donc ils doivent les affronter dans des défis différents. Ouais, c'est vraiment, c'est très original. Moi, franchement, je trouve que Scott Pilgrim est un excellent film. Scott Pilgrim versus The World, d'ailleurs, dans son titre original. Ouais, franchement, voilà, Scott Pilgrim d'Edgar Wright, année 2010, c'est ma grande pépite, quoi. Voilà. On passe maintenant à l'année 2011 et là aussi il y a énormément d'excellents films. C'était évidemment, pour chaque année, ça a été une galère de ne choisir qu'un film. Donc voilà, je commence par les mentions spéciales. Donc on a d'abord La Piel qui est Habito de Pedro Almodovar qui nous emmène dans le genre du thriller, chose un peu étonnante, hein, mais voilà, lui qui est habitué quand même aux comédies dramatiques ou des drames, voilà, de ce style de film. Donc voilà, un côté beaucoup plus thriller dans celui-ci, qui peut faire penser un petit peu à Vertigo d'Hitchcock, dans le sens où il y a ce côté où un homme essaye de recréer une femme défunte ou perdue à son effigie, voilà, en prenant un cobaye, enfin c'est un peu ça, quoi, enfin, surtout dans La Piel qui habito, parce que justement Antonio Banderas essaye de recréer une peau synthétique, voilà, parce qu'il a été bouleversé par la disparition de sa femme, qui a été brûlée. Donc c'est vraiment très touchant et très fort. Et en même temps, il y a ce côté vraiment thriller. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait Woody Allen avec Match Point. C'est-à-dire vraiment en termes d'étonnement face au style du cinéaste habituel qui nous emmène vers un autre terrain. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est spirituel, hein, le rapprochement que je fais entre les deux. Mais Match Point, voilà, c'est pareil. Vous commencez avec un Woody Allen, bon, voilà, avec la romance, les sentiments, etc. Il n'y a aucun problème. Et vous finissez dans un thriller. Et là, voilà, Woody Allen, à la fin, vous dites, mais ça devient du Hitchcock, quoi. Donc voilà, c'est en ça que je rapproche un petit peu les deux films, voilà, en termes de cinéastes qui sont habitués à nous livrer d'autres types de films. Ça m'a vraiment étonné pour ça, donc vraiment très très bon film. Ensuite, je passe donc à Mélancolia, toujours dans les mentions spéciales, hein. Je viendrai après mon film préféré, donc Mélancolia de Lars von Trier, qui a valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 2011 à Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, qui est évidemment mon actrice favorite américaine. Voilà. Donc j'ai été très heureux pour elle. Voilà, mais vraiment très très beau film. Alors moi, c'est vrai que je suis moins fan de la première partie du film. Je suis quand même plus fan à partir de pile la moitié du film. C'est-à-dire que toute la première partie, je me demande si on n'aurait pas pu l'enlever carrément, c'est pour vous dire. Je me pose la question si vraiment la première partie servait à quelque chose. Alors, ou en tout cas, il fallait l'écourter. Mais pour moi, le film est scindé en deux et voilà, je pense qu'on aurait pu écourter la première partie. Mais sinon, c'est un film à voir, évidemment. Police de Maïwenn, bon, bah évidemment, je pense que vous l'avez certainement vu, sinon je vous conseille de le voir. Shame de Steve McQueen, alors là, sur l'addiction d'un homme au sexe, et ce qui en résulte, en fait, donc ça, c'est très très fort. La violence aussi, hein, qui résulte de tout ça, c'est vraiment très très fort. Steve McQueen, donc réalisateur, évidemment. Alors, il y a un autre film qui fait un petit peu écho à Shame, c'est Dungeon de Joseph Gordon-Levitt. Mais voilà, c'est tellement tourné en comédie que, voilà, si on devait en choisir qu'un seul, ce serait peut-être plutôt Shame pour le côté très profond en fait du message. Mais sinon voilà, les deux films sont à rapprocher. On a ensuite The Artist évidemment de Michel Hazanavicius, hein, qui rend hommage au muet. On connaît hein, les Oscars, tout ça. Le film a tout raflé. The Tree of Life de Terrence Malick, hein, mais bon, c'est pas mon préféré de Malick, hein, évidemment. Vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo sur Une vie cachée. Ensuite, La couleur des sentiments. Alors là, c'est pareil, j'avais adoré, vraiment, ça dénonce vraiment le racisme et tout. Dès que c'est ce genre de film sur l'injustice, j'adore la différence, enfin en tout cas, la différence qu'on veut bien mettre entre les individus, hein, parce que n'est pas obligé voilà, on peut se considérer comme tous frères, hein, voilà, c'est quand même un peu plus simple et vivre dans la bonne humeur, dans la joie et la bonne humeur. Intouchable, évidemment, d'Éric Toledano et Olivier Nakache, le duo inséparable qui nous a livré Hors Normes récemment, qui nous a livré également Nos jours heureux. Bon, le duo de cinéastes déjà est excellent et Omar Sy et François Cluzet forment un duo incroyable. Enfin voilà, je vais peut-être pas revenir sur Intouchable, vous avez forcément vu ce film, je pense.
J'avais noté Minuit à Paris, bon, de Woody Allen, mais c'est pas mon préféré. Le Chat du rabbin, qui est vraiment un très bon film d'animation. Winter's Bone, qui m'avait fait découvrir Jennifer Lawrence à l'époque. Et voilà, avant qu'elle soit bimboifiée un peu, hein. Voilà, c'est vrai que voilà, moi je l'ai découvert dans ce film et elle n'était pas encore hyper connue, hein. C'est ce qui a un petit peu a commencé à la populariser légèrement, mais très légèrement. C'est plutôt les films d'après qui ont suivi, qui l'ont un peu boosté. J'avais noté Scream 4, mais c'est parce que je trouvais que c'était, franchement, de faire un 4, d'arriver à avoir autant d'autodérision quelque part de la part de Wes Craven. Wes Craven qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Je trouvais que c'était une très très bonne suite, mais bon voilà, comme il s'agit d'une suite déjà, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Donc voilà, on passe au grand vainqueur de l'année 2011. Il s'agit de Drive de Nicolas Winding Refn, le film qui m'a fait découvrir Nicolas Winding Refn. Hein, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. C'est vraiment... rien que pour la scène de l'ascenseur, si vous voulez, c'est un coup de génie. Moi, à chaque fois que je pense à Drive, je pense à la scène de l'ascenseur où Ryan Gosling met à l'écart Carey Mulligan, comme ça, avec la main, le revers de la main, et la pousse au fond de l'ascenseur, alors qu'il y a un malfrat à côté qui est armé, on le voit très bien, il y a Ryan Gosling qui regarde, et c'est le moment où on s'attend absolument pas à ce qu'il y ait une scène de baiser, et voilà, en général, les scènes de baiser dans des films un peu sentimentaux, elles sont calées à des moments où on se dit, mais pourquoi maintenant ? Et là, c'est un peu le cas aussi, mais justement, c'est plus surprenant, on se dit, mais on s'y attend pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'y attend pas. Et cette scène est fabuleuse en termes de lumière, la variation de lumière, les ombres au bon endroit, etc., pour s'intéresser juste au couple. Dans cette scène d'ascenseur, elle est extraordinaire. Une musique de Cliff Martinez, évidemment, qui est voilà, le compositeur attitré de Nicolas Winding Refn. Excellent film. Je passe maintenant à l'année 2012. On avance progressivement. Donc là aussi, j'ai noté énormément de bons films. Voilà, je vais faire les mentions spéciales. On va commencer par Skyfall de Sam Mendes. Excellent James Bond, mon préféré avec Daniel Craig. C'est pour ça que je l'ai mis. Sugarman, excellent documentaire sur donc un guitariste qui n'a, voilà, un auteur, compositeur, interprète qui s'est fait voler sa musique. En gros, hein, c'est d'après une histoire vraie. Moonrise Kingdom de Wes Anderson, qui fait partie de mes Wes Anderson fétiches. Voilà, c'est vrai que moi, mon préféré, c'était La vie aquatique, mais Moonrise Kingdom, je l'aime beaucoup. Je le préfère d'ailleurs à The Grand Budapest Hotel. Voilà. Ensuite, Clo-Clo de Florian Emilio Seri, pardon, avec Jérémy Régnier. Donc voilà, moi je trouvais que c'était un bon biopic sur Claude François. C'était assez réussi. Bon voilà, après voilà, c'est pas mon préféré, hein, mais je cite quelques films en tout cas majeurs de cette année-là. De rouillé d'os, oui, de Jacques Audiard. Franchement, alors voilà, là on est vraiment dans un excellent film. Jacques Audiard, ça fait plusieurs, enfin avec Un prophète et tout ce qui a suivi, c'est vraiment un réalisateur incroyable. C'est bouleversant, c'est vraiment... je vais peut-être pas tout vous raconter à chaque fois, mais voilà, je vous encourage en tout cas à voir De rouillé d'os. Ernest et Célestine, évidemment, film d'animation français incroyable. C'est d'ailleurs écrit par Daniel Pénac, hein, il a participé donc, au scénario, c'est vraiment très très fort. Le studio Les Armateurs, excellent studio français d'animation. Donc vraiment, chapeau. Les infidèles, oui, j'ai mis ça pour blaguer, du jardin et Lelouch. Bon, ça c'est parce que finalement, je trouvais ça assez drôle. Cette série de courts-métrages qui à chaque fois raconte des choses sur les hommes et leur rapport aux femmes, c'est pas mal. Frankenweenie de Tim Burton, bah oui, le court-métrage de 1982 de Tim Burton, mis en animation pour le meilleur, hein, voilà, pas pour le pire, pour le meilleur, non, franchement, une animation incroyable en noir et blanc, du stop motion comme on aime. Tim Burton devrait en faire plus, peut-être que voilà, c'est un peu le message que donne ce film, Tim Burton devrait se lancer plus dans les films en stop motion d'animation. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il en fait, au moins c'est jamais raté. Voilà, ça évite les petits couacs. Sans citer évidemment Dumbo ou Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc je passe ensuite au Grand Soir de Gustave Carven et Benoît Delépine, avec Albert Dupontel et Benoît Poelvoorde. Petit chef-d'œuvre punk du cinéma français. Voilà, très très fort. À voir absolument Camille Redouble de Noémie Lvovsky. J'avais plutôt bien aimé. Dans la maison de François Ozon. Pas mal, mais bon, faut pas non plus exagérer. Amour de Michael Haneke, alors là c'est vrai que j'ai vraiment hésité, hein. Là pour le coup j'ai failli le mettre vraiment dans mon film préféré de 2012. Donc voilà, film sur la fin de vie d'un couple
Un excellent Haneke avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva de Hiroshima mon amour. Donc vraiment, c'est vraiment... ouais, je vous recommande énormément Amour de Michael Haneke. Et enfin, nous allons arriver à mon film préféré de 2012. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue, hein, parce que voilà, je précise quand même quels sont un peu les films majeurs, enfin la sélection que je fais un petit peu chaque année. Mais voilà, The We and the I de Michel Gondry. Quasi huis clos dans un bus avec des jeunes qui terminent leur année scolaire et qui vont justement partir en vacances. Un film qui se passe entièrement dans un bus et qui arrive à vous captiver, qui arrive à vraiment montrer toutes les facettes de la personnalité de chaque élève. On voit cette classe qui est très... voilà, on est à New York, c'est le côté très street en fait, très wesh-wesh des jeunes, mais voilà, ça montre vraiment les rapports en fait conflictuels, les histoires de clans dans les classes scolaires, etc. C'est vraiment c'est extraordinaire parce que Michel Gondry arrive vraiment avec une mise en scène qui n'est pas si minimaliste que ça d'ailleurs, parce qu'il arrive à caser des petites choses rigolotes, comme à l'accoutumée, un petit peu de machinerie, même s'il y a moins d'effets de machinerie que sur ses autres films. Mais c'est un très très bon Michel Gondry, vraiment. C'est pareil, c'est découpé en plusieurs parties. Et à la fin, vous vous rendez compte vraiment que vous avez fait un voyage en bus hyper enrichissant, hyper humain. Voilà, c'est vraiment très très fort. Donc The We and the I de Michel Gondry. Je passe maintenant à l'année 2013, et là aussi une flopée de bons films. Comme quoi chaque année, voilà, on dit souvent ouais, il n'y a pas beaucoup de bons films, etc. Quand on fait le bilan, il y en a quand même quelques-uns. Donc Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Voilà, bon, ça vous connaissez, je pense. Django Unchained de Quentin Tarantino. Effectivement, énorme western de Tarantino. Nettement meilleur que Les 8 salopards, entre parenthèses. 9 mois ferme d'Albert Dupontel, sur lequel j'ai eu la chance de faire de la figuration. Donc voilà, c'est pas juste pour ça que je le mets, mais je suis très fan du cinéma d'Albert Dupontel. Je trouve que c'est toujours un miroir sur notre société qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, 9 mois ferme, et qui a valu un César d'ailleurs pour l'interprétation de Sandrine Kiberlin. Donc voilà, Le Monde de Charlie, ouais, Stephen Chbosky, bon, plutôt bon teenage movie. Nous avons ensuite Conjuring, Les Dossiers Varenne, très bon film d'horreur de James Wan. Flight de Robert Zemeckis, j'ai adoré ce film. C'est vrai que s'il est à rapprocher de Sully, hein, si vous avez vu Sully aussi avec Tom Hanks, bon voilà, c'est vrai qu'on est un peu sur le même style de film, mais vraiment, voilà, d'ailleurs c'est quasi un diptyque, enfin voilà, faudrait voir les deux films, ils sont vraiment à rapprocher, mais si vous avez aimé Sully ou Flight, ou inversement, enfin voilà, si vous avez vu un des deux, voyez l'autre, du coup. Voilà, Monstre Academy, bah, parce que c'est une très bonne suite de Monstres et compagnie, mais bon, voilà, je vais pas le mettre, je vais pas en dire plus. Dungeon, comme je vous avais dit, donc le rapprochement avec Shame. Captain Phillips, pas hyper extraordinaire mise en scène, mais ça m'avait plutôt captivé. Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow avec Jessica Chastain, vous connaissez je pense. Happiness Therapy de David O. Russell avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Film qui parle de la difficulté quand on a voilà, des problèmes psychologiques de se mettre avec quelqu'un en couple et tout. Il y avait des choses très très fortes, très très profondes en fait. C'est assez philosophique et le duo vraiment est très très attachant. Vraiment très très bon film. Je passe donc au Majordome avec Forest Whitaker, qui était quand même plutôt pas mal. Le Monde Fantastique d'Oz, que je trouve être une excellente suite, ou préquelle d'ailleurs, je sais plus, du Magicien d'Oz, donc réalisé par Sam Raimi, avec James Franco. J'ai été très étonné, mais pour une fois, voilà, de reprendre comme ça un classique et d'en faire ce qu'a fait Sam Raimi. Bah, j'ai trouvé ça épatant, quoi. J'ai trouvé ça épatant, l'intro est incroyable, elle rend hommage au film d'origine. Visuellement, c'est très très fort. Bon voilà, après c'est vrai que c'est très... Après, c'est le côté un peu Disney de la chose, c'est que c'est quand même très accessible, etc. C'est très familial, mais j'ai trouvé ça très très fort et très touchant. Donc voilà, je vous le recommande, franchement, je vous le recommande. Passion de Brian De Palma, c'était correct, mais c'est pas mon préféré. Brian De Palma, pour moi, voilà, c'est les années 80, 90. C'est après, à partir de 2000,
voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis très très fan du cinéaste. Brian De Palma, pour moi, fait partie des meilleurs réalisateurs au monde. Les Gamins, très bonne comédie avec Alain Chabat et Max Boublil. L'écume des jours de Michel Gondry, bien qu'il soit un petit peu raté sur certains effets de machinerie qui ont un peu foiré, il faut bien le dire. Il y a eu des petits bugs lors du tournage. Very Bad Trip 3. Non mais je vous dis, voilà, c'est très très large. Hein. Vous voyez un petit peu mon éclectisme pardon, en termes de cinéma. Mais voilà, excellente suite. Au moins, ça changeait du 2 qui reprenait les codes du 1. On se concentrait sur le personnage d'Alan. Donc c'était vraiment très très bon. Et voilà, comme film majeur, il y a eu aussi, d'après les cahiers du cinéma, Spring Breakers. Mais bon, voilà, je trouve que c'est un peu un film, comme dirait Jean-Philippe Tessé, qui tire sans viser, et c'est un peu ça le problème. Donc voilà, mais Harmony Korine avait fait un film extraordinaire avec Guillemot, qui était complètement barré. Enfin, pour voir ce film, je pense qu'il faut quand même... Enfin, il faut s'accrocher, c'est quand même assez dark, assez bizarre. Mais voilà, Harmony Korine, voilà, à mon avis, a fait son meilleur film avec Guillemot, et je suis pas sûr qu'il... Bon, sait-on jamais, mais voilà. Et puis quand il travaillait avec Larry Clark aussi, voilà, c'est là, quand il était co-scénariste, sur Kids, Ken Park, etc., quand il travaillait avec Larry Clark, c'était de meilleure qualité. Je pense que maintenant, malheureusement, Harmony Korine, je pense que c'est... Faut pas attendre grand-chose à partir de maintenant. Donc voilà, je vous révèle mon film préféré de 2013. Donc c'est Prisoners de Denis Villeneuve. Et non pas parce qu'il s'appelle Villeneuve comme moi. Non, petite blague, voilà. Mais, ouais, non, Prisoners, c'est un film extraordinaire. Je veux dire, un thriller comme ça, en plus qui part d'une histoire toute bête. Hein, une fille qui se fait kidnapper, enfin, qu'on ne retrouve pas du jour au lendemain. Le père fait tout pour retrouver sa fille. Et donc c'est tout un thriller incroyable. La relation conflictuelle en fait qu'il y a entre Hugh Jackman qui incarne le rôle du père justement et Jake Gyllenhaal qui joue le rôle du flic, hein, cette relation compliquée parce que voilà Hugh Jackman s'avère être assez violent dans sa recherche du responsable de l'enlèvement de sa fille, donc c'est vraiment très très fort en termes d'acting aussi. Denis Villeneuve qui s'est fait connaître vraiment du grand public hein, avec ce film. Avant, il y avait Incendie et encore avant, il y avait Polytechnique qui étaient des films quand même un peu moins connus. Incendie un peu plus quand même, on en a un peu plus parlé, qui a été adapté d'une pièce de Wajdi Mouawad. Mais c'est vrai que Prisoner, c'est vraiment ce qui a révélé Denis Villeneuve au grand public et qui lui a permis de faire derrière Ennemi. Enfin, même si Ennemi était fait avant, je crois, il me semble. Mais en tout cas, il y a eu Premier Contact aussi. Et évidemment Blade Runner 2049. Donc voilà, Denis Villeneuve, en tout cas avec Prisoners, je pense que voilà, tout le monde sera d'accord sur ce film. Je passe maintenant à l'année 2014. Alors là, pareil, ça n'a pas été compliqué, parce que en fait, même s'il y a des films extraordinaires que je vais vous citer, bon voilà, évidemment, Interstellar, mais moi c'est vraiment pas mon préféré, hein. Enfin, Christopher Nolan, Interstellar, c'est un bon film, mais j'ai noté, il y a des différences dans les mentions spéciales que je vous donne, en fait. Il y a des films majeurs pour moi et des films majeurs tout court. Donc c'est vrai qu'Interstellar, bon, je le cite comme ça pour vous rappeler un petit peu ce qu'il y avait dans ces années-là, mais c'est pas mon préféré. Et surtout Heure de Spike Jonze, que j'avais beaucoup aimé avec Joaquin Phoenix. Mais c'est incroyable, quoi, ce monde où les OS, hein, les systèmes d'exploitation des ordinateurs, vous pouvez entretenir des relations avec, ou enfin voilà, ça fait partie des dérives que peuvent avoir des personnes solitaires à force de pas voir le loup, quoi. C'est un peu ça, mais franchement, c'est hyper bien raconté, le personnage est très touchant. Spike Jonze a fait un excellent film avec cette histoire. Moi, je trouve la relation avec voyez-le en VO par contre hein, pour avoir la voix de Scarlett Johansson parce que sinon ça fout un peu tout en l'air je trouve. Mais voyez-le vraiment en VO. C'est absolument époustouflant. Une romance d'anticipation, un truc voilà, on pourrait la résumer comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Et ça dit quand même pas mal de choses sur notre futur en termes de relations entre les êtres humains, avec hein, tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, etc. Donc ouais, c'est vraiment je vous le recommande. Gone Girl, ensuite, donc de David Fincher. Bon bah là, c'est The Thriller, pareil, enfin je trouve de l'année avec le côté où, enfin la manipulation en fait d'une femme dans son couple, c'est vraiment extraordinaire. Voyez-le. Mommy de Xavier Dolan. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui vont me dire mais comment ça se fait que c'est pas ton préféré?
Il y a eu énormément de bons films dans les années 2014. C'est vrai que Mommy est extraordinaire. Moi, enfin, vraiment, hein, je pourrais le mettre en premier, hein, juste pour le mettre en premier, mais il faut bien que je fasse un choix. Et c'est vrai que c'était quand même compliqué. Je disais que c'était pas compliqué de faire finalement de faire un choix, mais si c'était encore très compliqué pour l'année 2014. Vous allez voir par la suite, mais voilà, Mommy de Xavier Dolan, donc qui avait déjà traité le thème de la mère dans J'ai tué ma mère et qui nous resserre un petit peu ce thème-là, mais avec vraiment quelque chose de très très novateur, très original. Voilà, des ratios d'images qui changent. Enfin bon, c'est à voir, c'est sublime, l'acting est incroyable, l'image est folle. Xavier Dolan, très très grand auteur de cinéma, qui peut-être commence un petit peu à se répéter depuis Mathias et Maxime et qui commence un petit peu à peut-être ne plus avoir trop d'inspiration. J'espère qu'il va quand même continuer à faire de bons films, parce que je suis en train de me demander si finalement ses meilleurs films ne sont pas déjà derrière lui. Donc voilà, c'est à voir, mais en tout cas très très bon cinéaste. Ned Cole de Dan Gilroy, dont c'est le premier long métrage. Voilà, c'est juste incroyable. Alors, je pense que peut-être pas mal de monde est passé à côté de ce film en se disant, ouais, donc après Drive, les producteurs nous servent donc ce Night Call qui fait référence à la musique de Kavinsky. Bon, qui était le thème de Drive. Alors, ça, c'est peut-être pour le côté où les producteurs se sont dit il faut faire une promo qui soit quand même relativement efficace pour que les spectateurs voient le film. Et donc, ils avaient un peu peur, un peu frileux. Voilà, ils étaient un peu frileux peut-être le jour de la sortie. Mais donc le film s'appelle Nightcrawler, donc en anglais, donc c'est déjà plus évocateur. C'est donc ces journalistes qui essayent justement d'avoir des images un peu choc, exclusives, etc. Donc c'est sur le milieu du journalisme. C'est un thriller dans le milieu du journalisme aussi, la relation avec les médias télévisés, des chaînes d'infos qui cherchent toujours en plus de sensationnel, d'images choc, etc. Donc c'est vraiment, ça dénonce pas mal. C'est vraiment un très bon film. Boyhood de Richard Linklater, qui a mis plusieurs années pour suivre ses acteurs, pour voir l'évolution de ses personnages au lieu de faire des cuts et des ellipses. Donc il a mis des années à faire ce film pour que on suive un enfant, un individu de son enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est incroyable. Et donc l'acteur a évolué au fur et à mesure des prises chaque année. Et donc c'est le même acteur. Ils n'ont pas pris plusieurs acteurs pour faire donc les personnages selon les périodes. Donc c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai noté? Le vent se lève. Ah oui, c'était le dernier Miyazaki. Je l'ai trouvé très très bon, très très adulte, très très mature. Donc vraiment, je vais passer vite, mais ouais, très très bon film. Le conte de la princesse Kaguya aussi, c'était assez what the fuck le final, mais j'ai beaucoup aimé. Les combattants, ouf! Alors là, en termes de film français, courez-y. La famille Bélier, c'était un film assez familial, plutôt sympa, mais c'est vrai que bon, c'est dispensable. Bon, c'est vraiment le truc à regarder le dimanche soir avec en famille. Imitation Game de Morten Dildom avec Benedict Cumberbatch, donc voilà, sur Alan Turing, qui avait créé une machine justement qui a permis d'anticiper des messages pendant la guerre. Donc c'est vraiment extraordinaire, ce petit génie d'Alan Turing qu'on découvre, et le côté très asocial du personnage, mais néanmoins touchant et très très fort. Et évidemment le thème de l'homosexualité, c'est quand même un homosexuel refoulé, et donc il y a ce thème-là dans le film, donc c'est très très fort. Et on en vient donc à mon film préféré de l'année 2014. Alors, il s'agit d'Under the Skin de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson qui interprète le rôle principal. Under the Skin, dont je vous ai parlé, à mon avis, 1 milliard de fois dans mes vidéos. J'ai fait beaucoup référence à ce film. Mais voilà, c'est une pépite du cinéma. Pour moi, si je devais choisir qu'un film dans les années 2010, ce serait celui-là. C'est pour vous dire à quel point ça m'a beaucoup marqué. Under the Skin, donc, qui nous raconte l'histoire d'une extraterrestre qui débarque sur Terre pour séduire des hommes et les anéantir. Ça dit beaucoup de l'être humain, ça dit beaucoup de notre monde aussi, qui paraît finalement plus étrange, sous le prisme de l'extraterrestre, plus étrange que ce qui peut se passer sur d'autres planètes. Donc vraiment, le monde vu sous le prisme de cet extraterrestre, c'est fascinant, il y a des images folles.
des séquences expérimentales, mais complètement dingues, rien que l'ouverture, avec ces balbutiements effectués donc, par l'extraterrestre, donc par Scarlett Johansson, qui essaie d'apprendre le langage, etc., et qui essaie d'arriver. Il y a un côté en plus avec cet œil qui s'ouvre, qui fait référence un peu à Blade Runner. Il y a ce côté aussi un petit peu Shining, avec des images un petit peu avec du sang, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, voilà, très très arbre comme film, mais voilà. Puis le final, vous allez avoir des révélations incroyables. Je ne vous spoil pas, mais Under the Skin de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson. Mon film préféré des années 2010. C'est pour vous dire, encore une fois, c'est... Wouh. Non, mais vraiment, j'ai jamais vu un film comme ça, quoi. C'est complètement dingue. J'adore ce film. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour donc, bah oui, voilà, oui, de l'année 2014. On va pouvoir passer à l'année 2015. Alors l'année 2015, oh là là, si je devais citer tous les films, je pense que je vais peut-être accélérer un petit peu le mouvement. Alors, on va aller très vite, hein. Vice Versa, Le Pont des Espions, Shaun le Mouton, The Walk, Crimson Peak, It Follows, Seul sur Mars, Mission Impossible, oui, Rogue Nation, Ex Machina, Mustang, le nouveau Nous trois ou rien de Chiron, Les Nouveaux Sauvages, Imitation Game, pourquoi je l'ai déjà mis? Ah oui, non, petite erreur, pardon, L'Hermine, La Tête Haute d'Emmanuel Berco, excellent, Big Eyes, Marguerite, Un homme idéal, j'avais beaucoup aimé, Réalité, Joyce, c'était pas mal mais pas extraordinaire, Avril et le monde truqué, très bon film d'animation, Birdman, d'Inarritu, extraordinaire, La loi du marché, de Stéphane Brisé, le tout Nouveau Testament, que t'es pas mal, mais c'est vrai qu'après coup, je m'aperçois que bon, c'est peut-être pas si ouf que ça. Voilà, oui, j'ai cité Réalité de Quentin Dupieux, je pense que ça, oui, bon voilà. Je vais pouvoir donc aller directement à l'essentiel, je pense que la plupart des films voilà, que je vous cite, voilà, ça vous donne peut-être une idée, mais La Tête Haute, c'était vraiment extraordinaire, hein, vraiment La Tête Haute et Nous trois ou rien, c'est ce que j'ai noté en fait, hein. J'hésitais entre La Tête Haute, Nous trois ou rien et le film que je vais vous dire. Vraiment, voilà, ces deux films sont fabuleux, donc voyez aller. Je vais un tout petit peu accélérer, si vous le voulez bien. Donc, Microbe et Gasoil de Michel Gondry, qui se rappelle de son enfance à Versailles et qui nous raconte ça. Voilà, il revient à un cinéma un petit peu plus simple, brut, avec ses enfants qui construisent une maison-voiture pour parcourir un peu la France parce qu'ils ont besoin d'évasion. C'est quand même donc ce Microbe et ce Gasoil, hein, c'est donc les pseudos de ces deux enfants, de ces deux amis qui partent à l'aventure et on retombe en enfance. C'est d'une poésie infinie. Vraiment sublime. Donc voilà, Microbe et Gasoil de Michel Gondry. Et je vais pouvoir passer à l'année 2016, si je retrouve ma feuille. Je vais pouvoir maintenant passer à l'année 2016. Alors là, il y a énormément de films, c'est hallucinant. Je vais aller très vite sur les films un peu majeurs que j'ai notés. Alors, Premier Contact de Denis Villeneuve, Ma vie de courgette, Spotlight, Mademoiselle, Midnight Special, The Nice Guys, Everybody Wants Some, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais Richard Linklater, bon voilà, Divine, extraordinaire, Sully, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le lien avec Flight, La Tortue Rouge, excellent film d'animation, non, alors après c'est des films que... Dans les mentions spéciales, il y a aussi des films qui sont pas, qui sont majeurs de l'époque, mais qui sont pas forcément extraordinaires. Mais bon, voilà, je vais peut-être pas forcément tous les citer finalement. Elle, par contre, oui, de Paul Verhoeven, extraordinaire. Kubo et l'armure magique, très bon film d'animation. Saint-Amour de Gustave Kerven et Benoît Delépine. The Strangers, Café Society de Woody Allen. Anomalisa, ouais, de Charlie Kaufman, très bon film d'animation, même si c'est plus l'animation qui est folle plutôt que le scénario. Donc voilà, Roulietta d'Almodovar, pas mal. The Free State of Jones, oui c'est ça, Free State of Jones. Ouais, nous avons ensuite Captain Fantastic. J'ai failli le mettre en premier, Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. Une bombe ce film sur une famille qui vit dans la nature, vraiment incroyable et qui donne des leçons justement aux enfants un petit peu plus privilégiés, qui ne connaissent pas la vraie vie. Voilà, c'est une belle leçon de vie, c'est très très fort.
et aussi sur le deuil, la question du deuil, qui est très très bien abordée. Nous avons La Loi de la jungle, qui était pas mal, bon voilà. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton qui revenait à un cinéma beaucoup plus proche en fait de ses poèmes d'antan et ce qu'il avait fait avant. Donc vraiment très très fort. The Witch, on en a parlé, je vous en ai parlé lors de ma dernière critique sur The Lighthouse. Donc voilà, moi Daniel Blake, qui est pas dingue, mais bon, ça se regarde, franchement, de Ken Loach. Je comprends pas la Palme d'Or, franchement, c'est un peu la blague. Bon, je vais pas tous les citer, il y en a énormément. J'ai pas énormément aimé Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Je trouve qu'on en a fait beaucoup sur ce film. En réalité, pour moi, c'était un peu une sorte de Momie 2. Spirituellement, hein, je parle au niveau de la mise en scène, mais beaucoup moins bien amené. Donc non, Juste la fin du monde, ouais, non, c'est pas vraiment pas mon préféré Xavier Dolan. Donc voilà, j'en viens donc à mon film préféré de l'année 2016. Il s'agit de The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Et oui, alors que, voilà, vous allez me dire, mais oui, mais il y avait Captain Fantastic, t'es complètement fou. Il y avait Divine, il y avait Ma vie de courgette, etc. The Neon Demon, bah écoutez, oui, c'est encore un film de Nicolas Winding Refn, mais c'est vrai que, voilà, cette réflexion, en fait, cette prise de hauteur sur le milieu du mannequinat et du diktat de la beauté, c'est vraiment... mais brillant, quoi, et avec ces images, cette musique encore plus folle qu'à l'époque de Drive, hein, de Cliff Martinez. Voilà, c'est vraiment, ces images sont époustouflantes. Voilà, j'ai un peu envie de le rapprocher au niveau de certaines séquences d'Under the Skin, mais ça n'a rien à voir. Hein. Mais sur le côté très très visuel, très esthétique du film, hein. C'est ultra esthétique d'ailleurs. Hein. Vous en prenez plein la vue, mais vraiment, pour moi le cinéma, c'est aussi un art de l'image. Et cette réflexion vraiment sur voilà, toujours la plus belle, la plus jeune, la plus machin, la plus... et donc voilà, cette course, cette compétition à la beauté est très bien traitée. Et de se servir du cinéma d'horreur pour ça, je trouve ça très fort. Et moi, j'aime bien quand le cinéma d'horreur ou les films de genre en général ont quelque chose à raconter de l'être humain. Par exemple, si je prends Carrie de Brian De Palma, c'est ça dit tellement de l'adolescence, et pourtant, on est quand même dans un film quand même d'épouvante, etc. Mais voilà, ce sont des films qui sont très très forts. Et The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, voilà, avec Elle Fanning qui est incroyable. Cette actrice, elle n'arrête pas de tourner en ce moment. Elle a détrôné sa sœur Dakota, mais c'est vraiment brillant. Donc voilà, The Neon Demon. Je passe maintenant à l'année 2017. Et là aussi, il y a un paquet de bons films. Ça va être le running gag, hein, mais c'est atroce. Hein. Chaque année, il y a énormément de bons films. Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Wonder, c'était pas mal. Après, je vous cite aussi les films qui sont juste pas mal, mais bon, qui sont pas extrêmement dingues. La La Land de Damien Chazelle. Oula, j'avais failli vous révéler tout de suite mon film préféré. Baby Driver d'Edgar Wright. Le Redoutable de Michel Hazanavicius sur Jean-Luc Godard, Logan, Patient de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, Moonlight de Barry Jenkins, extraordinaire, Wonder Woman que je trouvais pas mal dans le sens où c'était une origin story, 120 battements par minute de Robin Campillo, pardon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Split, qui était extraordinaire aussi. Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache, comme d'hab. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais passer ceux qui sont moins fous. Get Out de Jordan Peele. Ouais, franchement, là, je pense qu'on est d'accord. Mother de Darren Aronofsky. Alors ça, c'est un film qui a vraiment divisé. Mais franchement, j'ai trouvé ça mais complètement fou. Vraiment, j'aime beaucoup le film en fait, qui est une boucle en fait, il finit comme il a commencé. Donc déjà j'adore ce genre de films qui finissent une boucle en fait dans leur narration. Et vraiment, j'ai trouvé ça fou quoi, entre cet homme donc joué par Javier Bardem, qui est complètement hypnotisé par sa pièce, ses fans, etc., au détriment de sa femme jouée par Jennifer Lawrence. C'est une atmosphère mais glaçante. C'est rien que pour l'atmosphère de ce film et de ce que ça véhicule. Alors, il y a un côté qui est un peu too much vers la fin du film, je dois le reconnaître. Je ne vais pas vous spoiler hein, si vous ne l'avez pas vu, mais il y a un côté peut-être un peu too much, vous me direz, sur la fin. Mais c'est quand même intéressant et original, donc voilà. Je passe donc à mon film préféré de l'année 2017. Il s'agit de The Love City of Z de James Gray.
Voilà, donc j'en ai parlé de ce film sur ma critique d'Ad Astra. Donc voilà, je vous renvoie donc à ma critique d'Ad Astra, mais c'est vrai que voilà, sur cet explorateur qui donc est déterminé à découvrir voilà, de nouvelles tribus, de nouvelles cités perdues, etc. C'est vraiment immersif, très touchant aussi sur le rapport avec ses enfants, sa femme, etc., qui le soutiennent, mais qui est très peu présent dans le foyer, hein, finalement, qui part à l'aventure constamment, donc qui délaisse un peu sa famille. Mais c'est d'une beauté, d'une intelligence, et la réalisation est aux petits oignons. Je veux dire, il n'y a rien qui est laissé de côté. Enfin voilà, c'est vraiment... C'est une perle, quoi. Il n'y a rien à reprocher à ce film. Il n'y a rien qui ne va pas dans ce film. Rien. Donc voilà, à partir de ce moment-là, voilà, j'ai décidé de le mettre en première position, donc The Lost City of Z, mon film préféré de l'année 2017. Eh bien, on va pouvoir passer à l'année 2018. On approche du final. Mais alors, dis donc, j'ai noté tellement de films que je ne sais pas comment je vais faire. Donc, parmi des films notables, on a Ready Player One de Steven Spielberg, on a Roma d'Alfonso Cuarón, nous avons L'île aux chiens de Wes Anderson, La forme de l'eau de Guillermo del Toro, une bombe, j'ai failli le mettre en premier, Three Billboards, Les panneaux de la vengeance, bon c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais bon c'est pas mal, Les heures sombres, qu'est-ce que j'ai mis Les Chatouilles. Ah, Les Chatouilles. Les Chatouilles, très très bon film, très touchant. Et j'aime beaucoup les films en fait où il y a des métaphores dans les décors et dans des séquences qui sont comme des non-dits en fait, où vous comprenez tout rien qu'avec les images et le cadre, et tout ce qu'il y a dans le cadre en fait. Le final est fou. Excellent film français, très très intelligent, enfin, c'est brillant, c'est juste brillant. En plus, la réalisatrice parle de ce qu'elle a vécu, donc c'est vraiment très très bouleversant, enfin, c'est incroyable. Alors, désolé pour ceux qui aiment Bohemian Rhapsody, mais vraiment je le passe. Lady Bird, Le Grand Bain, Les Frères Sisters, ouais, de Jacques Audiard aussi, hein, pour changer. Excellent réalisateur, excellent western, John C. Reilly, étonnant dans son rôle, donc vraiment très très bon film. Première année, ouais, après j'avais noté Don't Worry, You Won't Get Far on Foot de Gus Van Sant, mais je vous le recommande pas vraiment, c'est pas extraordinaire. Dogman, en revanche, est très très bon, de Matteo Garonne. Donc vraiment, alors là j'ai pris une claque, hein. J'ai carrément pris une claque. Il ne faut absolument pas passer à côté de Dogman. Vraiment la relation en plus fraternelle est terrible. Là-dedans, donc vraiment à voir. Phantom Thread, qui est vraiment pas terrible. Je vous parle aussi des films, des mentions spéciales, mais dans mes mentions spéciales, voilà, encore une fois, je me répète, mais je parle aussi de films qui sont importants, qui ont été importants pendant l'année, mais qui, moi, me fascinent pas forcément. Donc ça, je le précise à chaque fois. Phantom Thread, voilà, hein, vous pouvez carrément le zapper, j'en profite pour vous le dire aussi. Annihilation, je ne l'ai pas vu, donc voilà, je peux pas vous dire. C'est un film Netflix avec Nathalie Portman que je n'ai pas vu, réalisé par Alex Garland, qui avait fait un excellent Ex Machina, que pour le coup j'avais vu, donc là je sais pas. L'apparition de Xavier Giannoli, je préfère Marguerite, mais bon, l'apparition est quand même intéressant de voir. Je n'ai pas vu Downsizing. Au poste de Quentin Dupieux. C'est pas le meilleur, c'est pas vraiment pas le meilleur. Voyez plutôt Le Dain qui est sorti cette année, mais voilà, pourquoi pas. Climax, non, clairement pas. C'est pas du tout mon style, Gaspard Noé. Tully, ouais, avec Charlize Theron, était vraiment pas mal. J'étais étonné. Donc, ouais, franchement, sur cette mer un peu rock'n'roll, voyez-le. Mauvaise herbe de Cairon. Bon second film, mais inférieur au premier, Nous trois ou rien, donc voilà. The Disaster Artist, là ça devient intéressant, de James Franco. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début hein, sur ma chaîne, vous avez vu certainement mon ancienne intro, donc j'avais mis donc une scène de The Room hein, à l'époque, voilà, c'était mon intro dans mes vidéos, et donc de The Room de Tommy Wiseau, et avec Tommy Wiseau, et donc ce film justement raconte le tournage très décalé, puisque voilà, il s'agit de... Ce film raconte donc l'histoire du plus mauvais film du monde, hein, jamais réalisé, enfin on en fait peut-être un petit peu beaucoup, mais voilà, par rapport à The Room, mais voilà, ça crée un phénomène autour de The Room, un film de 2003 qui a fait rire la planète entière, surtout aux États-Unis, et qui donc voilà, a donné lieu à un livre écrit par
par Greg Sestero, qui justement était le comparse hein, de Tommy Wiseau pour la réalisation de ce film, hein, des copains d'école de théâtre qui sont mis à faire ce film. Voilà, le film The Room qui vaut ce qu'il vaut, mais The Disaster Artist qui raconte brillamment et vraiment le... alors, ça prend l'antithèse du livre. Moi, j'avais lu le livre. C'est un petit peu... dans le livre, Tommy Wiseau, en fait, passe un petit peu pour un abruti, quoi. En gros, c'est pour ça que Tommy Wiseau a préféré le film de James Franco. James Franco glorifie plutôt les outsiders, donc voilà, les marginaux, disons. Donc c'est vrai que voilà, c'est plus sur un côté un peu plus rêve américain dans Disaster Artist, mais c'est vraiment extraordinaire. Dans la brume avec Romain Duris et Olga Kurylenko, un des meilleurs films français de l'année. Voyez-le, juste voyez-le, c'est pas possible de passer à côté de ce film qui nous plonge dans Paris, un Paris apocalyptique où voilà, tout est plongé dans une brume toxique et les gens doivent porter des masques à gaz dans Paris. Et waouh, un suspense de fou, des images de dingue. Pour un film français, c'est complètement fou. J'ai noté ensuite, bon, Red Sparrow, je ne l'ai pas, non, bah, je ne l'ai pas vu en fait. J'ai vu quelques extraits, mais je ne sais pas si c'est pas un peu une redite d'Atomic Blonde ou je ne sais quoi, donc je ne sais pas trop encore quoi en penser. How to Talk to Girls at Parties, je suis passé complètement à côté de ce film. Je pense qu'il faut avoir une bonne dose de LSD pour voir ce film. Donc voilà, c'est peut-être qu'il y en a qui créeront au génie, parce que c'est vrai que bon, il y a un côté un peu punk, un côté un peu peut-être Midnight Movies ou des films qu'on regarde dans un certain contexte, mais franchement c'est très what the fuck, donc voilà, je vous le recommande pas spécialement. Ensuite, nous avons Hérédité d'Ari Aster. Ari Aster, dont c'était le premier long métrage. Ensuite, il a fait Midsommar, qui est très, très bon aussi. Hérédité, ouais, c'est vraiment un des films d'horreur des années 2010 qui est vraiment majeur. Donc voyez-le. Everybody Knows. J'ai été déçu de la fin. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous dire un petit peu ce qui m'a, voilà, pourquoi certains films ne m'ont, voilà, pourquoi je ne parle pas de certains films. Je me justifie un peu, je ne suis pas obligé, c'est vrai, mais ça me permet aussi de parler des autres films qui m'ont, voilà, qui m'ont pas forcément beaucoup emballé, mais que je reconnais qu'il y a quelque chose hein, à chaque fois. Hein. À chaque fois, les films que je vous cite, il y a quand même quelque chose. On n'est pas quand même sur une structure complètement lacunaire de réalisation, de mise en scène ou d'écriture. Donc voilà. Mais Everybody Knows, c'était pas nul hein, avec Javier Bardem donc, et Penelope Cruz. Mais le dénouement est trop simple et trop, ouais, pas assez surprenant. A Star is Born, j'ai beaucoup aimé. Wonder Wheel de Woody Allen, c'était pas mal. Bon voilà. J'ai pas été hyper emballé par L'homme qui tua Don Quichotte. Le film devait se faire à la base avec Jean Rochefort et ensuite le tournage donc a été annulé et Terry Gilliam a décidé donc voilà, il a réussi après des années de galère à faire son film. Donc rien que pour ça, si vous voulez le voir pour vous dire bon voilà, Terry Gilliam a enfin réussi à faire son film. Donc si vous êtes curieux de le voir, vous pouvez, mais c'est pas extraordinaire, vous n'êtes pas obligé de le voir. Call Me By Your Name que vous avez dû voir. Ghostland, je ne l'ai pas vu, mais je pense pas que ce soit non plus extraordinaire. Voilà, c'est j'ai envie de dire un peu du film d'horreur d'exploitation, un peu vu et revu, je pense, mais bon, faut voir. L'amour est une fête, je trouvais ça bon. Pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. J'en profite un peu, encore une fois, pour vous dire les choses que j'ai aimées ou pas dans l'année, comme ça vous donne un peu une idée de ce qu'il faut aussi peut-être éviter si vous voulez vous rattraper sur certains films. Vous n'êtes pas obligé de voir L'amour est une fête, mais si vous le voyez, c'est bien. Voilà. Rien que pour les acteurs, hein, évidemment. Puis il y a même Michel Faux qui est extraordinaire, moi, il m'a fait hurler de rire. Donc voilà, si je le cite, c'est quand même, hein, voilà, ça vaut quand même le coup si je le cite, mais bon, vous n'êtes pas obligé de... Si vous passez à côté, c'est pas grave. I Feel Good de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Alors moi, je suis fan du duo, hein, depuis Mammouth, Le Grand Soir, Saint-Amour, etc. I Feel Good voilà, qui nous parle d'Emmaüs, un centre Emmaüs où vivent tous ces gens, et donc Jean Dujardin qui essaye de faire son Donald Trump. C'est très très bien vu, surtout si vous vous intéressez à tout ce qui est de l'ordre des serial killers, même si voilà, on est un peu dans cet ordre-là en fait. C'est un peu ce type de film, mais ouais, c'est très perturbant psychologiquement, mais c'est très très bien vu. Et j'ai noté aussi À genoux les gars, d'Antoine Desrosières. C'était plutôt bien vu. Alors j'avais vu aussi son court-métrage qui était Aramiste. C'est un cinéaste à suivre. Vraiment, j'ai eu la chance de la voir à la radio
quand je l'ai reçu, voilà, j'avais eu la chance donc de l'interviewer ainsi que Ina Shanti aussi, une des actrices. Et vraiment, c'est très bien vu encore sur les jeunes, sur le rapport à la sexualité des jeunes, etc., l'incompréhension qu'il peut y avoir, les maladresses, sur le langage des jeunes de cité aussi, sur la relation en fait de ces jeunes. Voilà, bon, voilà, c'est vraiment, c'est pas vraiment un film sur les banlieues, c'est un film plutôt sur les relations compliquées des jeunes, et puis face à la sexualité, face au chantage aussi qu'il peut y avoir. Donc voilà, vraiment, voilà, ce côté encore un petit peu clan aussi. Ça fait un peu penser à The Wind the Eye d'un certain côté, en fait, par rapport aux péripéties qui peuvent arriver dans le film. Il y a des choses un peu communes, donc voilà. Et donc bah, j'arrive à mon film préféré de l'année 2018. Il s'agit d'Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui avait fait It Follows. Voilà, il avait réalisé It Follows. Under the Silver Lake, une bombe, une bombe, une bombe. Voilà, juste pour son originalité, sur le questionnement des signes qui nous entourent. Parce qu'on a tendance un petit peu, c'est un peu une réflexion aussi sur la pop culture et l'appropriation qu'on se fait de la pop culture, en essayant toujours de trouver des easter eggs ou ouais, vous voyez ce genre de choses, ces secrets toujours qu'il faut décortiquer, comme s'il y avait plus grand chose à découvrir dans le monde d'aujourd'hui et que bah, voilà, dans la pop culture, on essaye de décortiquer des trucs pour savoir ah oui alors les premières versions de telle chose, le côté un peu geek en fait du film avec tous ces symboles. Est-ce que les symboles nous disent quelque chose ou c'est juste parce que bah, parfois, bah, comme on n'a rien d'autre à faire, on voit des symboles, des signes là où il n'y en a peut-être pas. Voilà, ça questionne un peu tout ça, le rapport aux symboles. C'est un peu complotiste, mais voilà, c'est toujours, moi je trouve ça toujours fun de voir des films un peu complotistes comme ça. Enfin, quand vous voyez Matrix, c'est très complotiste aussi. Et pourtant, ça dit quand même beaucoup de choses de la société. Donc, Under the Silver Lake, ouais, excellent. Excellent, excellent, avec Andrew Garfield, ouais, donc voilà, que vous avez dû voir aussi dans The Social Network ou dans la saga Spider-Man, réalisée par Mark Webb. Nous passons maintenant à l'année 2019. Alors là, on arrive au final du final. Ah, la liste de films. Bon, alors il y en a, je vais pas tous les citer. Mais voilà, pour vous remettre un peu dans le contexte, donc déjà, il y en a que j'ai entouré, hein, ceux que j'entoure, c'est ceux que vraiment ils sont majeurs. Parasite de Bong Joon-ho, bon bah voilà, la claque de cette année, je pense, en termes de tout en fait, parce que ça a réuni des spectateurs qui n'étaient pas habitués à voir du cinéma, j'aime pas ce terme-là, mais entre guillemets d'auteur, et en même temps qui a été palmé, hein, Palme d'Or, Festival de Cannes, et qui arrive, en plus donc film coréen, qui arrive à ramener autant de monde et pendant des semaines et des semaines au cinéma, alors que c'est un film quand même, enfin, c'est accessible hein, certes, mais bon, c'est quand même un film qui n'est pas très mainstream non plus, hein, pas pour autant quoi. Donc vraiment très 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 fort. Une famille donc, hein, l'histoire d'une famille qui modeste, qui va peu à peu squatter la maison d'une famille aisée en proposant leurs services. Donc vraiment c'est extraordinaire, très 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 drôle et en même temps très cruel parfois. 90s de Jonah Hill, parce que c'est juste un revival du teen movie des années 90, début 2000. Bon voilà, c'est brillant et sur le milieu des skaters, de voir un petit peu quels sont les codes, de rentrer dans le milieu du skate, de voir un petit peu ces jeunes aussi qui cherchent une sorte d'idéal, qui sont en pleine réflexion, parce que le skate a ce côté en fait, le symbole d'une parenthèse, comme si vous mettiez votre vie en parenthèse, en stand-by, et donc vous ne pensez à rien pendant que vous faites du skate, etc. Et donc il y a aussi ces histoires de jeunes qui essayent de se faire une place auprès de ses semblables, hein, des autres jeunes, dans le milieu du skate. Voilà, c'est une porte d'entrée. Ça montre aussi ce que c'est que d'appartenir à une communauté. Donc c'est très très bien vu. Je vous recommande énormément 90s. Les oiseaux de passage, c'était plutôt intéressant. Le Daim de Quentin Dupieux, très très bon Quentin Dupieux de cette année, même si réalité reste le meilleur, je pense, film de Quentin Dupieux. Ma vie avec John F. Donovan, qui n'est pas mon préféré de Xavier Dolan, mais je l'ai noté parmi les films importants de l'année. Ad Astra de James Gray, je vous renvoie à ma critique. Alita Battle Angel, je vous renvoie également à ma critique, mais c'est plutôt un bon film, j'étais assez étonné. Le Joker, évidemment, Joker, de Todd Phillips. Bon, j'étais à deux doigts de le mettre en premier, hein, mais évidemment je l'ai entouré.
Non, vraiment, un film, faut vraiment pas passer à côté de ce nouveau point de vue, de ce, comment dirais-je, de cette rupture en fait avec tous ces films d'ici, même Marvel, hein, je vais encore plus loin, sur voilà, le super-héros au cinéma qui est traité d'une manière très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de super-héros. Donc voilà, je vous renvoie également à ma critique Les Misérables de Lajli, extraordinaire, pareil, il était à deux doigts d'être en premier, je vous renvoie à ma critique. Nous avons Mathias et Maxime, bon, un film pas... Enfin, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, je vous renvoie aussi à ma critique de donc, Mathias et Maxime de Xavier Dolan. Bakurao, je vous renvoie également à ma critique. J'accuse de Roman Polanski, je vous renvoie à ma critique. Douleur et gloire de Pedro Almodovar, également je vous renvoie à ma critique. C'est vrai que cette année, comme c'était le début de ma chaîne, voilà, je pense que la plupart des films, j'ai critiqué la plupart des films. Tu mérites un amour de Davia Herzi, Grâce à Dieu de François Ozon, Doctor Sleep, Toy Story 4. Alors je ne suis pas fan, je l'ai mis comme film majeur, mais non, en réalité, voilà, vous n'êtes pas obligé de le voir. Us de Jordan Peele, là pour le coup, bon, c'est vrai que s'il y avait un Jordan Peele à choisir entre Get Out et Us, donc, ce serait Get Out. Hein, donc vous pouvez passer à côté de Us finalement, hein, après réflexion. Mais je vous renvoie également à ma critique. Green Book sur les routes du Sud. Voilà, donc ça, pareil, un film à Oscar, mais très bon. Voilà, c'est encore sur le racisme, mais j'aime beaucoup les films là-dessus parce que c'est important de montrer que voilà, il n'y a pas de différence à avoir. Enfin voilà, le racisme n'a pas lieu d'être. Voilà. La vie scolaire de Grand Corps Malade d'Emily Dir, que j'ai plutôt apprécié. Ça fait partie des films français qui m'ont plutôt bien botté cette année. Les Hirondelles de Kaboul, extraordinaire film d'animation. Je vous renvoie à ma critique aussi. Boy Erased, ça faisait partie de mes coups de cœur de 2019. Mais c'est vrai qu'après coup, les choses se sont beaucoup affinées pendant l'année. Mais c'est vrai que lorsque c'était sorti, c'était vraiment c'était un petit coup de cœur. Donc voilà, je vous renvoie également à ma critique. Anna de Luc Besson, qui se regarde, mais qui voilà, ne vaut pas Nikita, évidemment, dont il est fortement inspiré. Ou plutôt qui est, voilà, c'est une revisite. Enfin, Anna revisite en fait Nikita. Donc bon. C'est pas forcément... Enfin voilà, je vous renvoie à Nikita plutôt. Le jeune Ahmed des frères Dardenne, que j'ai beaucoup aimé, vous pouvez le voir évidemment. El Reno aussi, c'était pas mal. Alors oui, alors moi je suis désolé, mais j'ai noté Pokémon Détective Pikachu, mais j'ai trouvé que pour un film, enfin voilà, qu'on arrive, je me place du point de vue du spectateur, qui est le premier intéressé pour voir ce genre de film. Et c'est vrai que bon, c'est un bon film d'aventure. Déjà d'arriver à faire quelque chose avec une licence comme Pokémon et d'en faire un bon film d'aventure intelligent, bah ouais, je suis désolé, mais moi j'ai bien aimé. Nevada, j'ai beaucoup aimé aussi, enfin plutôt bien aimé, faut pas non plus exagérer, mais c'est plutôt un bon film. Un jour de pluie à New York de Woody Allen, c'est du Woody Allen. Non mais c'est bête à dire, mais à chaque fois qu'on va voir un film de Woody Allen, c'est toujours un très bon moment qu'on passe, donc voilà. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui était ma toute première critique, je vous renvoie donc à ma toute première vidéo de cette chaîne. Ouais, ça fait drôle de se dire que c'était ma première vidéo. Ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film, une bonne adaptation donc, du manga de Tsukasa Ojo, avec mélangé, hein, donc combiné avec l'humour, hein, le style de Philippe Lachaud. Vraiment, j'avais bien aimé, donc voilà. Deux mois est dispensable, je le passe. Hors norme, d'Eric Toledano et Olivier Nakache, vraiment, voyez-le. Je vous renvoie également à ma critique. La plupart des films que je vous cite, c'est-à-dire que j'ai quand même tous les films majeurs de cette année, je pense que sur ma chaîne, vous les retrouvez. Hors norme, ouais, donc qui parle du handicap, qui parle aussi surtout des associations qui s'occupent d'individus autistes, pardon, hein, des jeunes qui sont autistes, atteints d'autisme. The Lighthouse, qui est ma toute dernière critique, je vous renvoie donc The Lighthouse de Robert Eggers avec William Dafoe et Robert Pattinson. Ça fait partie aussi des très bons films de cette année. Désolé, mais Gloria Bell, bof, hein, je vous renvoie à mes critiques. Gloria Mundi, bon Robert Guédiguian, très bon film de Robert Guédiguian. Si vous aimez son univers, Robert Guédiguian, parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu niché, hein, Robert Guédiguian, je ne sais pas. En tout cas, si vous connaissez, vous aimez son cinéma, vous aimerez Gloria Mundi.
Les Enfants de la Mer, excellent film d'animation japonais, une bombe, une bombe, une bombe, une bombe. J'ai perdu mon corps. Pareil, ça c'est un très 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 bon film d'animation. Je vous renvoie également à ma critique, dont je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de succès, hein. Donc je suis assez content, évidemment, mais parce que voilà, je pense que il y en a peut-être beaucoup qui étaient étonnés que je parle de ce film et que effectivement que je le recommande et que parce que voilà, peut-être qu'il y a peut-être peu de youtubeurs qui recommandent ce film, mais franchement, j'ai perdu mon corps, donc vraiment excellent film d'animation français, très novateur, très original, vraiment à voir, le rapport, l'histoire de cette main, etc. Enfin voilà, j'en parle dans ma vidéo. Brooklyn Affairs, d'Edward Norton et avec Edward Norton. C'est valable, c'est valable. Après, c'est vrai que, comme je vous disais dans ma critique, hein, évidemment, voilà, je pense qu'il me faudra une deuxième lecture, voire une troisième lecture, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Alors, je ne comprends pas pourquoi ce film fait partie des films majeurs, parce que là, voilà, il y a une différence entre mes films majeurs et les films majeurs de l'année. Voilà, mais It Must Be Heaven, je ne comprends pas. C'est ce que je vous dis, voilà, c'est ce que j'explique en début de vidéo de Brooklyn Affairs, si vous voyez ma vidéo. Mais vraiment, je vois pas l'intérêt de ce film. Surcoté, mais alors surcoté, énormément surcoté. So Long My Son, que je n'ai pas vu. Je suis très embêté, donc voilà, mais ça fait partie des films majeurs de cette année. Ouais, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, en toute honnêteté, ce film, ça fait partie des rares films que je n'ai pas vus cette année, en tout cas des rares films majeurs. Mais So Long My Son, qui a été quand même très bien accueilli par la critique, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, je pense. Voilà, les gens n'ont pas forcément beaucoup parlé, mais en tout cas, voilà, il a quand même enfin, il a beaucoup séduit les critiques. Donc c'est vrai que je suis assez intrigué par ce film. L'intouchable Harvey Weinstein, donc ça sur l'affaire Weinstein, je vous renvoie à ma critique, mais voilà, je trouve que le documentaire est très bien fait. On apprend quand même beaucoup de choses. Les particules, ça m'a laissé une trace dans mon cerveau. Voilà, vraiment, ça m'a laissé une trace dans mon cerveau. Je vous renvoie également à ma critique, qui est mêlée avec Zombie Child de Bonello. Mais les particules, ouais, m'a laissé plus de souvenirs que Zombie Child, hein. Je dis ça parce que j'ai fait une vidéo sur les deux. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu un bilan en même temps, hein, de cette première année, première saison bientôt des films du vendredi. Donc j'en profite aussi pour balayer un peu tout ce qui s'est fait dans les années 2010 et notamment là en 2019, puisque c'est là l'année pour laquelle donc j'ai lancé ma chaîne. Nous arrivons au tout premier film de l'année 2019, mon préféré, mon petit bijou, mon chef-d'œuvre, mon chouchou. Il s'agit d'une Vie cachée de Terrence Malick et je pense que voilà, vous y attendez peut-être un peu si vous avez vu ma critique sur Une vie cachée. Mais voilà, non, franchement, une pépite, mais j'ai pris une de ces claques. Excellent Terrence Malick qui légitime sa mise en scène, la mise en scène qu'il avait utilisée pour The Tree of Life, hein. Finalement, on n'est pas si loin de ce qu'il avait fait dans The Tree of Life en termes de mise en scène, mais avec le contexte de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Et voilà, le contexte historique est bouleversant, c'est vraiment terrifiant en même temps, et c'est un film somptueux, poétique, naturaliste, voilà, avec un récit épistolaire savoureux dont on se demande si certaines conversations sont possibles ou sont de l'ordre du fantasme, voilà, de la métaphore, ou enfin voilà, des images, de l'ordre de l'image. Franchement, c'est une perle, c'est une bombe du 7e art, donc je vous recommande énormément. Une vie cachée de Terrence Malick. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce top. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, voilà, je ne sais pas combien de temps, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. C'est vrai que j'aurais peut-être pu me contenter des films que j'avais, moi, repérés. Mais bon, c'était un petit peu aussi pour en profiter, pour mettre le point sur les i sur certains films. Donc voilà, voilà, il y en a voilà, dont j'ai
dont j'ai juste cité le nom, mais voilà, j'en ai pas dit plus. Voilà, je voulais que ça soit légèrement, pas exhaustif, mais presque, dans le sens où j'avais envie un petit peu de balayer tout ce qui s'était fait de majeur et d'important dans les années 2010. Donc c'était un petit peu aussi une manière de faire un bilan. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, donc, je ne sais plus le film dans lequel je vais parler. Je pense que je vais vous le mettre après coup au montage. Donc là, normalement, vous devez avoir l'affiche. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, sachez que donc, les films du vendredi reviennent donc dès la semaine prochaine. Et donc d'ici là, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et une excellente année 2020. J'en profite pour vous souhaiter vraiment une merveilleuse année 2020. Voilà, donc bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour vous. Voilà, vraiment, et j'espère qu'on va encore partager encore de longues émotions de cinéma ensemble. Donc voilà, de grands moments de cinéma. J'espère que les années 2020 vont nous réserver encore de belles choses. Donc voilà, donc eh ben, moi je n'ai plus qu'à vous dire, prenez les films pour ce qu'ils sont. Et ciao, allez, ciao, ciao.